Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau est le prochain or noir de la planète, hein. On n'en parle pas assez, mais de fait, l'eau se raréfie. Il y a énormément de pays qui n'ont pas accès à l'eau, de populations qui n'ont pas accès à l'eau. Et aujourd'hui, il faut pouvoir donner accès à cette eau, qui soit une eau de qualité, une eau potable et qui soit abordable. Et c'est exactement ce qu'ont réalisé Philippe Roux et Valérie Dumont. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes cofondatrice de cette association OEVI qui a été créée en 2009 pour justement remettre des réseaux d'eau potable dans les bidonvilles. Est-ce que quand j'ai dit tout ça, j'ai à peu près tout dit ? Oui, tout à fait. Bon, eh bien au revoir. Merci beaucoup, c'était l'interview la plus courte qu'on ait jamais eue sur Sun. Non, comment est née cette idée ? Qu'est-ce qui, avec Philippe Roux, à un moment donné, vous a orienté, vous a donné l'envie d'aller dans les bidonvilles et de remettre en place des réseaux d'eau potable ? Je pense que déjà une première expérience qu'on a eue, Philippe Deroux et moi-même, en travaillant pour une autre ONG pendant 3 ans aux Philippines, dans le microcrédit, donc avec Interred. Et puis après, on est revenu en France, on a travaillé chacun dans nos secteurs. Donc Philippe a fait une école de commerce, donc a travaillé un peu dans une compagnie de pétrole et puis après a racheté une entreprise d'insertion. Et moi, j'ai travaillé dans la finance initialement et après en collectivité locale sur le service public et dans la lutte contre la pauvreté. Et en fait, en 2008, on s'est dit, bon, on avait envie de continuer et poursuivre notre engagement. Et surtout dans l'eau, Philippe travaillait dans une entreprise d'insertion de plomberie, donc il connaissait un peu plus le domaine de l'eau. Des tuyaux à rabouter les uns avec les autres pour pouvoir faire les solutions techniques. Et puis nous, ce qu'on voyait par expérience dans les quartiers précaires, notamment aux Philippines, c'est que les gens qui sont les plus pauvres, payaient 4 à 5 fois plus cher que les gens qui étaient dans les quartiers riches, l'eau. Et donc, c'était de l'eau qui n'est pas courante, de l'eau qui n'est pas potable, qu'il faut transporter, voilà, avec des contraintes, qui n'est pas disponible à tout moment. Et ça représentait 20% de leur budget. Donc voilà, c'est le point de départ. Alors, qu'est-ce qui se passe justement aux Philippines aujourd'hui, dans un bidonville qui est installé avec votre système ? Comment cela fonctionne depuis la conception, la construction, jusqu'à l'exploitation ? Alors, de ce qui se passe aux Philippines, en fait, donc c'est le premier pays où on a démarré. Et en fait, on est parti sur une approche qui est très innovante, puisqu'il n'y avait personne qui faisait cette approche. En général, on est sur des solutions bornes fontaines, puits. Et nous, on a fait le pari, et pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne. On a fait le pari de construire des réseaux d'eau. Donc, on travaille en lien avec la communauté, évidemment. Et nos agences, elles sont au milieu du quartier. Et surtout, on travaille avec les autorités locales, que ce soit la municipalité. Donc c'est la mission. Et quand vous dites un réseau d'eau, ça veut dire que contrairement à certains villages africains, c'est pas juste une borne d'eau au milieu du village ou du quartier, mais c'est bien un robinet dans chacune des maisons. Voilà, c'est ça. C'est un robinet dans chaque maison et c'est un service qui est payant. C'est-à-dire que dans chaque pays d'intervention, donc on a démarré aux Philippines, maintenant on travaille également Bangladesh et Côte d'Ivoire. Dans chaque pays, on a créé une entreprise sociale, donc qui a pour vocation de construire le réseau d'eau et d'acheter l'eau aux fournisseurs. Et qui est une entreprise indépendante, qui n'est pas une franchise d'OEVI ? Non, c'est une entreprise locale qui est le Philippines aux Philippines, ou Bangladeshi, avec des salariés locaux. On a des expatriés en statut de VSI. Voilà. Volontariat. Des volontariats, voilà. Et donc, en fait, l'entreprise, elle a pour mission de construire le réseau d'eau, distribuer l'eau et collecter les paiements. Donc, c'est un service. Et donc, ça permet de réduire les factures, pour les usagers, d'avoir l'eau courante et qui est potable. Et puis, on a une ONG qui, elle, met en place toutes les actions qui sont indispensables. Sinon, ça ne marcherait pas. On aurait déjà fermé les entreprises. Donc, toujours présente au milieu des quartiers. Et cette ONG a pour vocation de faire tout ce qui est renforcement communautaire. C'est travailler avec la communauté, les accompagner dans ces énormes changements. C'est-à-dire que c'est mettre en place des services essentiels légaux. Puisqu'aujourd'hui, les gens, ils ont de l'eau, mais en fait, c'est souvent piraté. Voilà. C'est ça. On se branche sur un petit bout de réseau pour récupérer un peu d'eau gratuite parce que de fait, elle est trop chère. Là, on leur propose une eau moins chère. À combien moins cher par rapport à ce qu'ils payaient ? 20, 30, 40% moins cher. Ça, c'est faisable pour le budget d'une personne de ces quartiers pauvres des Philippines ou du Bangladesh ? Alors, ça dépend des pays. Aux Philippines, on a diminué par 4 la facture d'eau. Donc, quand ils achetaient à des revendeurs, parce que c'est des marchands d'eau dans les quartiers qui ne sont pas raccordés par les services de la municipalité ou de l'opérateur.
Donc là, c'était marchand d'eau. Donc là, aux Philippines, on a diminué par 4 le coût de l'eau pour Mhm. les foyers. En revanche, au Bangladesh, qui est donc un pays où l'eau était quasi gratuite, ça fait partie des pays où, par idéologie, c'était l'eau, c'est un bien universel, voilà. Et donc, C'est une belle vision. voilà. Mais donc, bon, ça permet pas à Mm. l'opérateur d'entretenir son réseau et de Mhm. l'étendre. Et donc un Voilà. réseau qui était de piètre qualité. Voilà, et donc c'était des puits, des bornes fontaines, et donc nous, on a construit le réseau. Mhm. Donc on a dû augmenter un peu le prix, mais on partait d'un coût Mhm. d'accès à l'eau à 0,75% du coût du budget d'une famille. Là, on est passé à 2, et le maximum, c'est 5%. Donc en fait, on est vraiment, c'est des services qui sont accessibles, et c'est une des Alors, contraintes. vous disiez que vous aviez une ONG qui était sur place, qui vous accompagnait sur les tâches complémentaires. Il y a donc l'entretien du réseau. Il y a quoi d'autre aussi? Donc le renforcement communautaire, la lutte anti-incendie, en fait, le point de Mhm. départ, c'est on met l'eau. On C'est met l'eau. vraiment le service de base, on met l'eau et on fait tout le travail avec la communauté de renforcement. En parallèle, on fait un énorme travail de sensibilisation à l'hygiène, parce que si vous avez l'eau, mais qu'il n'y a pas de bonnes pratiques, apprendre à se laver les mains pour les enfants, et donc quand ils deviennent grands, ils apprendront à leurs enfants. Donc des pratiques d'hygiène aussi pour les femmes. Donc on fait beaucoup de sensibilisation à l'hygiène et à l'environnement auprès de la population et des écoles. Donc ça, c'est l'ONG. Au niveau de l'ONG, toujours, on fait un travail sur la lutte anti-incendie, puisque c'est des quartiers qui Donc sont... vous créez des petites brigades de pompiers Voilà, volontaires tout à à fait. l'intérieur des quartiers. Voilà, on crée des brigades et on travaille en lien avec les pompiers de la ville. Et puis, on installe, donc ça, c'est l'entreprise qui installe toutes les bornes incendie. Voilà. Et ça doit être durable. Mhm. Voilà. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait cette première phase-là, qui est la première phase, donc l'eau, le renforcement communautaire, la sensibilisation à l'hygiène et puis le feu, ensuite, on vient sur la partie tri et collecte des déchets. Donc, on voit ce qui existe. Et le but, c'est de raccorder ces quartiers à la collecte, parce que normalement, c'est les municipalités qui Mhm. collectent les déchets. Donc, on sensibilise les gens au tri et on fait la première collecte primaire, et après, le but, c'est que la Alors municipalité sur un reprenne. quartier comme celui des Philippines, quel est le bilan aujourd'hui? Qu'est-ce qui remonte des habitants du quartier? Comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des points forts? Est-ce qu'il y a quelques points faibles repérés? Alors, en fait, c'est le Bangladesh qui est le plus C'est avancé. le Voilà, Bangladesh, d'accord. au Bangladesh, on a démarré en 2010 et Mhm. 2008 aux Philippines, mais le Bangladesh a bénéficié de l'expertise des Philippines, et est allé plus vite, en fait, évidemment. Et donc, sur le Bangladesh, où on a eu une première évaluation, une étude d'impact l'année dernière, donc on a l'eau et tous les services dont je vous ai parlé, plus les déchets qui sont installés. Et là, on démarre l'assainissement, donc amélioration des latrines et d'évacuation des eaux grises et noires. Et en fait, on voit une énorme différence. Donc, c'est un bidonville où il y a à peu près 15 000 habitants. Et on a installé pour l'instant sur la première moitié du quartier. En fait, ça diminue les tensions au sein du quartier. Les gens, ils ont l'eau courante, ils n'ont plus besoin de se nettoyer devant tout le monde sur des cours qui sont collectives. Donc en termes d'estime de soi, c'est énorme. En termes de maladie, on divise par 3 les dépenses de santé, puisque l'eau, elle est potable. Il y a beaucoup, et donc on se lave plus facilement, puisque l'eau, on peut se laver chez soi. Donc ça, on voit surtout l'impact sur les dépenses de santé, sur la diminution des maladies, Mhm. et puis sur le mieux-être des familles et des relations Alors, dans la communauté. dans des pays où l'eau est gratuite, ou comme aux Philippines, alors particulièrement aux Philippines où il y avait des vendeurs d'eau, des marchands d'eau, le rapport avec votre arrivée, la corruption, il n'y a pas un risque, il n'y a pas des tensions qui peuvent exister? Comment elles sont abordées? Alors, comment elles sont abordées? Bon, c'est le cas dans tous les pays, Dans tous même les la pays, Côte ouais. d'Ivoire, là où on finit Mhm. l'étude. Pour donner un exemple, là, sur la Côte d'Ivoire, sur un quartier de 2000 habitants, donc on vient de faire toute une étude à maillage pour comprendre comment ça fonctionne. Vous avez à peine 4% de la population qui a l'eau courante légalement, donc c'est-à-dire qui est raccordée à Mhm. l'opérateur local. Et tout derrière, c'est du piratage ou de la revente illégale. Et donc, quand on vient faire ces études-là, les marchands d'eau, alors il y en a des petits, Ouais. donc eux, c'est pas tellement un problème si l'activité disparaît, parce qu'en plus, ils auront l'eau courante. Pour ceux qui sont un peu plus C'est important, ouais. et surtout, c'est un pouvoir. Ce qu'ils vont perdre, c'est le pouvoir qu'ils ont à l'égard de la population, C'est ça. puisque c'est eux qui détiennent l'eau. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, il y a tout un travail qui est fait de sensibilisation auprès de la communauté avec les leaders, les chefs.
et justement auprès de ces marchands d'eau pour les accompagner dans le changement et diminuer la corruption. Et les gouvernements avec lesquels, dans les pays dans lesquels vous intervenez, sont regardants de ce que vous faites, vous accompagnent, ou est-ce que c'est pareil, c'est un petit peu plus compliqué parce que il y a des habitudes, parce que on se dit c'est peut-être encore les étrangers qui viennent chez nous apporter une culture qu'on n'a pas. Alors, non, c'est pas le côté étranger. En revanche, au début, ce qui est le plus difficile quand on démarre dans un pays, c'est d'obtenir la confiance de l'opérateur d'eau qui croit que ça va être un concurrent, alors qu'on n'est pas du tout sur les... Non, pas du tout. On n'est pas du tout dans les mêmes objectifs. Le but, c'est de s'installer pendant 10-12 ans et après de transférer tous ces services essentiels aux opérateurs locaux. Voilà. Et donc, en fait, quand on le voit surtout au Bangladesh, où là, c'était compliqué de démarrage, c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui avait choisi le modèle d'OEV, donc il l'a imposé à l'opérateur local, et donc sur un modèle complètement nouveau. Avant, là-bas, c'était vraiment les bornes fontaines, fontaines, les gens qui vont puiser de l'eau, et nous, on arrive, c'est la révolution, je veux dire, un robinet dans une maison qui fait 12 à 15 mètres carrés pour 5 habitants. C'est un peu comme la télé qui arrive chez les gens au début des années 50, 60. C'est une révolution, même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes secteurs entre l'eau et la télé. Il y a quand même une sacrée, mais c'est vrai que ça fait partie ou l'électricité qui est arrivée chez les gens au début du siècle. Merci beaucoup Valérie Dumont. Est-ce qu'il y a une actualité? Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part si on veut en savoir plus, si on veut vous aider? Alors, donc, vous pouvez nous retrouver sur le site d'OEV, c'est oev.fr, voilà. Et puis, bien sûr, nous, on remercie ces activités, elles sont créées grâce au soutien de partenaires privés et publics. Et sur la région, c'est bien sûr le département, la ville, la région, et puis l'agence de l'eau. Voilà. Et puis, on note aussi que vous êtes une association nationale qui a fait le choix de s'installer à Nantes, qui est une très belle ville. Merci beaucoup Valérie Dumont d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. On vous retrouvera, je pense, assez souvent sur l'antenne pour parler un petit peu de la suite de ces projets. C'est dans un Ce n'est que la suite, voilà, comme j'aime à le dire de temps en temps. Merci à vous Valérie, et puis bon week-end à tous. Bon week-end Patrick, on rappelle que cet entretien est à retrouver sur le site de Sun au www.lesonic.com. Bonne route avec le 6-9 de Sun.